Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans cette vidéo, nous présentons la première partie du chapitre consacré aux équations de Lagrange. Ma présentation développera les points contenus dans le plan ci-contre. Lagrange propose d'obtenir une formulation globale et unique des équations de mouvement pour tous les problèmes de mécanique classique. Ces équations ne donneront pas d'autres résultats que ceux que l'on peut obtenir par les théorèmes généraux de Newton, mais dans de nombreux cas, cette formulation de Lagrange est beaucoup plus commode et permet d'obtenir directement le système différentiel. En effet, la méthode de Lagrange a pour but d'écrire de manière systématique les équations différentielles déterminant le mouvement du système mécanique étudié en fonction de ses coordonnées généralisées à partir simplement des expressions de l'énergie cinétique et des forces généralisées. En effet, on écrira simplement l'égalité des accélérations généralisées aux forces généralisées. Cette égalité entraînera un système d'équations différentielles qui n'est vérifié que pour certaines fonctions Q de t qui sont précisément les solutions du mouvement réel appelé trajectoire. En mécanique lagrangienne, les systèmes matériels sont étudiés globalement plutôt que de considérer séparément chaque élément du système. Ceci offre l'avantage d'éliminer automatiquement les forces d'interaction associées aux éventuelles contraintes cinématiques. Ceci constitue le point fort de la formulation lagrangienne par rapport à la formulation newtonienne de la mécanique classique. La méthode de Lagrange simplifie ainsi l'étude des problèmes mécaniques en offrant le chemin le plus court et le plus sûr vers les équations du mouvement qui se présentent dans beaucoup de cas sous forme d'un ensemble d'équations différentielles ordinaires du second ordre qu'on notera ODE, donc Ordinary Differential Equation, ou sous forme d'équations différentielles algébriques DAE, Differential Algebraic Equation, calculée simplement à partir de l'expression du Lagrangien du système définie comme étant la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système considéré, tout en tenant compte des forces généralisées appliquées au système ainsi que les contraintes holonomes ou non holonomes existantes entre les différents paramètres de configuration Q de t adoptés pour la description de la cinématique du système. On va essayer maintenant de développer les équations de Lagrange à partir du principe de D'Alembert. Pour cela, on va se baser sur le schéma de la figure ci-contre où on a un système de n particules de masse mi pour i allant de 1 jusqu'à grand N. Le vecteur ri va désigner la position de la masse mi et ce vecteur au fait regroupe les coordonnées physiques x, y, y exprimées dans le repère O, I, J, K. Si les particules matérielles sont soumises à K contraintes, alors le nombre de coordonnées indépendants du système, désigné par petit n, représente le nombre de degrés de liberté du système et vaut 3n-k. D'accord? Donc ceci représente le nombre de degrés de liberté effectifs du système constitué par les n particules matérielles. Les coordonnées généralisées Q1, Q2 jusqu'à Qn représentent l'ensemble
des coordonnées indépendantes qui permettent de décrire d'une façon unique la configuration du système. Évidemment, le nombre de ces coordonnées généralisées petit n dépend à la fois du nombre de coordonnées physiques du système ainsi que le nombre de contraintes les reliant. De façon générale, les 3 n coordonnées physiques définissant les vecteurs de position RI des points matériels constituant le système matériel considéré dépendent des n coordonnées généralisées Q1 jusqu'à Qn et on a toujours donc petit n qui est inférieur ou égal à 3 n pour tout système matériel constitué de grand N points matériels. En effet, toutes les coordonnées physiques, notamment xi, yi, zi, peuvent être décrites en termes des n coordonnées généralisées en considérant les particularités physiques du système. Et on écrira que Ri dépend de Q1 jusqu'à Qn et éventuellement du temps pour i allant de 1 jusqu'à n. Le déplacement virtuel delta Ri du im point matériel, compatible avec les contraintes imposées au système à l'instant t, s'écrit en fonction des coordonnées, des variations des coordonnées généralisées Qj comme étant donc delta Ri qui est égal à la somme par rapport à l'indice J de d rond Ri sur d rond Qj multiplié par delta Qj. Donc le vecteur de déplacement virtuel delta Ri, il dépend des variations virtuelles des coordonnées généralisées delta Qj qui sont compatibles avec les contraintes du système considéré. Cette quantité delta Ri va nous permettre de calculer le travail virtuel d'une force Fi appliquée au im point matériel du système. À partir du principe de D'Alembert qui stipule que l'ensemble des forces de contrainte Ri appliquées à un système matériel ne travaillent pas lors d'un déplacement virtuel compatible avec les liaisons imposées. Donc, on doit avoir la somme des Ri delta Ri est égale à 0. Cependant, selon la deuxième loi de Newton, on a la masse mi fois l'accélération ai du im point matériel doit être égale à Fi plus Ri, où Ri donc c'est la force de contrainte imposée au im point matériel de masse mi, et Fi représente l'ensemble des forces extérieures appliquées à ce point matériel qui sont différentes des forces de contrainte. Donc à partir de cette équation, on peut écrire que grand Ri est égal à MAI moins Fi. Donc la force de contrainte Ri, elle est égale à MAI, donc c'est les forces dues à l'accélération, force d'inertie, moins Fi, donc c'est les forces extérieures appliquées à ce point matériel. Donc on remplace avec cette expression de Ri dans la somme des travaux virtuels élémentaires. Donc on va voir que cette somme doit être égale à 0 pour être compatible avec le principe de D'Alembert. Donc, si on développe davantage cette expression en remplaçant avec l'expression du déplacement virtuel delta Ri qu'on a vu dans la diapo précédente, on va avoir donc cette double sommation par rapport aux indices I et J comme on voit ici. Donc, en distribuant ces quantités, on va avoir ces deux sommes. Donc, on a une sommation, double sommation de Fi, d rond Ri, d rond Qj, delta Qj, moins double sommation MIAI, d rond Ri sur d rond Qj, delta Qj.
On introduit maintenant la notion de force généralisée QJ qui sont définies comme étant la somme de grand FI, des rangs RI, des rangs QJ. Rappelez-vous que FI ont été introduites au niveau de l'équation de Newton comme étant les forces à extérieur appliquées au IM point matériel du système considéré qui sont différentes des forces de contrainte. Donc la force généralisée QJ qu'on voit ici et qui apparaît dans cette expression-là, donc c'est la force généralisée qui représente le coefficient du déplacement ou de la variation virtuelle delta QJ. Donc c'est la somme par rapport à I de FI des rangs RI divisé par des rangs QJ. Donc ça c'est la force généralisée. Donc en remplaçant dans l'équation 3, on va voir que le premier terme va devenir tout simplement la somme de QJ delta QJ. À noter que le terme QJ delta QJ a la dimension d'un travail, donc c'est des joules. Donc si delta QJ, qui est la variation de la coordonnée généralisée QJ, a la dimension d'un déplacement, donc en mètres, alors QJ va avoir la dimension d'une force. Comme ça, on va avoir le produit à la dimension d'un travail. De même, si le delta QJ qu'on voit ici a la dimension d'un angle, alors QJ correspondant doit avoir la dimension d'un moment, donc c'est des newton-mètres. On introduit maintenant la notion d'accélération généralisée, grand AJ. Donc cette quantité correspond à la somme par rapport à l'indice I de MI à I multiplié par des rangs RI divisé par des rangs QJ. Ce terme-là apparaît dans l'expression 3 ici, d'accord? Donc on va substituer par l'expression de AJ. Alors on va avoir, en utilisant les 1 coordonnées généralisées QJ, remplacées dans l'équation 3, donc après avoir substitué le 6 à l'intérieur, on va avoir l'écriture 7 qui est beaucoup plus simple à lire et à manipuler. Donc on va avoir la somme de QJ moins AJ, facteur de delta QJ est égal à 0. Donc QJ c'est quoi? C'est la force généralisée associée à la coordonnée généralisée J. Et AJ c'est quoi? C'est la quantité d'accélération généralisée associée à la coordonnée généralisée QJ. Donc, l'équation 3, qui résulte de la combinaison à la fois du principe de D'Alembert avec l'équation de Newton, la deuxième loi de Newton, en plus du principe de travaux virtuels qui nous a permis d'écrire la somme des RI delta RI, nous a ramené à l'équation 7, qui au fait doit être vérifiée quelle que soit la variation delta QJ, et donc ceci n'est possible que si QJ est égal à AJ, et ceci constitue au fait les équations de Lagrange qui sont valables pour J allant de 1 jusqu'à n et constituent un ensemble de n équations différentielles du second ordre où la quantité d'accélération généralisée AJ peut être calculée comme étant d sur dt de d rond EC sur dq.j moins d rond EC sur dqj, avec EC, c'est l'énergie cinétique du système matériel considéré. On arrive alors à l'égalité d sur dt de d rond EC sur dq.j moins d rond EC sur d rond qj est égal à qj. Si la force généralisée est conservative, donc elle dérive d'un potentiel EP, alors on peut écrire que qj est égal à moins d rond EP sur d rond qj, sachant que dep sur dq.j est égal à 0 parce que l'énergie potentielle ne dépend pas des vitesses. À ce stade, on peut définir la fonction de Lagrange comme suit. Donc, pour un système matériel à 1 degré de liberté, la fonction de Lagrange est une fonction des coordonnées généralisées Q1 jusqu'à Qn et des vitesses généralisées Q.1, Q.2 jusqu'à Qn et du temps t qui permet donc cette fonction de Lagrange, elle permet de décrire la dynamique
premier du système et elle se définit comme étant la différence entre l'énergie cinétique EC du système, qui est tributaire de Q, Q point et T, et de l'énergie potentielle qui dépend uniquement du vecteur de coordonnées généralisé Q et du temps. Donc à partir de la fonction de Lagrange, L qu'on vient de définir, l'équation bis établie précédemment peut être réécrite comme étant d sur dt de d rond L sur d rond Q point J moins d rond L sur d rond QJ est égal à 0. Donc on a n équations différentielles qui s'écriront à partir de l'expression de Lagrange L, qui est la différence entre EC et EP. Pour illustrer mes propos, je vous propose de traiter l'exemple classique suivant. Donc, on considérera le pendule simple de la figure, que les axes sont orientés de la façon suivante. Donc, Y est dans le sens positif vers le bas. Z il est perpendiculaire au plan de la diapo. Et la configuration du système, elle est définie d'une façon unique par le biais de la variable de configuration phi. Alors, les coordonnées physiques x, y, z du point matériel M s'expriment en fonction de phi comme suit. Donc, x est égal donc la projection sur l'axe des x, donc c'est L sinus phi. Et y, c'est la projection sur l'axe y, donc y est égal à L cosinus phi, tandis que z est nul. Cet effet, on peut calculer les composantes de la vitesse comme étant x point est égal à L phi point cosinus phi, y point est égal à moins L phi point sinus phi et z point est égal à 0. Donc on a simplement dérivé les coordonnées physiques. Ce qui nous permettra donc de calculer l'énergie cinétique de la masse durant son mouvement. Donc 1,5 mv au carré correspond à l'énergie cinétique du système. Elle va nous donner, après simplification, la quantité 1,5 ml au carré phi point au carré. Par ailleurs, l'énergie potentielle du système, elle est définie par rapport à la référence de l'axe X comme étant EP qui est égal à moins mgy, donc est égal à moins mgl cosinus phi. Donc attention, le y, donc la coordonnée dans le repère local, elle est égale à L cosinus phi. On sait très bien que vers le bas, l'énergie potentielle, elle est en train de décroître, d'où le signe négatif. Alors, la fonction de Lagrange, qui est définie comme étant EC moins EP, s'obtient par donc la différence de 1,5 ml au carré phi point au carré et la quantité moins mgl cosinus phi, donc d'où cette expression de L. À partir de l'expression de L, dans laquelle on voit très bien l'apparition de phi point et de phi, donc c'est une fonction non linéaire de cette variable. Alors, on va remplacer dans l'équation 11 pour avoir l'équation différentielle du mouvement de Lagrange qui va nous donner L au carré phi seconde plus mgl sinus phi. Donc, on peut simplifier par rapport à ml et donc on va avoir l'équation d'oscillation bien connue d'un pendule simple. On considère maintenant le cas où les forces QJ ne sont pas toutes conservatives, c'est-à-dire qu'on peut les décomposer comme suit. QJ est égal à QJ potentiel plus QJ bar. QJ potentiel représente la partie des forces qui sont conservatives. Par ailleurs, QJ bar représente la partie des forces QJ généralisées qui ne sont pas conservatives. Alors, QJ potentiel, du moment qu'elle dérive d'un potentiel, donc on peut l'écrire sous la forme moins d rond EP sur d rond QJ. Cet effet, l'équation de Lagrange qu'on a vue précédemment va prendre la forme suivante. Donc d sur dt, d rond L sur dq.j moins d rond L sur dqj est égal à qj bar, avec qj bar représente les forces généralisées qui ne dérivent pas d'un potentiel, donc qui ne sont pas conservatives. À cet effet,
Si on connaît le Lagrangien L à partir de l'expression de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, il suffit de déterminer alors les forces généralisées appliquées au système à partir donc de l'expression du travail virtuel des forces extérieures appliquées au système. Donc on va identifier le coefficient du terme delta QJ dans l'expression du travail virtuel pour pouvoir écrire QJ bar qui apparaît dans cette équation. Donc en connaissant l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, les coefficients de delta QJ, alors on peut écrire les équations de mouvement 12 qui sont des équations différentielles du second ordre décrivant le mouvement du système matériel considéré.